Voyager, prendre le large. Voici 4 personnages célèbres dont l'œuvre a été marquée par leur voyage entre Nantes et la Grande-Bretagne, dans un sens ou dans l'autre. L'anglais William Turner, Jules Verne, son ami le compositeur Aristide Hignard et le peintre originaire de Nantes, James Tissot. Joseph Mallord William Turner, ou J.M.W. Turner. Né en 1775 à Londres et mort en 1851, également à Londres, est connu comme peintre, aquarelliste et graveur. La plus grande partie de ses œuvres se trouve à la Tate Gallery à Londres. Passionné depuis son adolescence par le paysage topographique, il fait des croquis en extérieur l'été et les travaille en atelier l'hiver. Dès 1802, après la signature de la paix d'Amiens, son titre d'académicien royal lui permettra de bénéficier d'un financement pour effectuer une première visite en France. À partir de 1826, il y reviendra et remontera la Loire en bateau depuis Paimboeuf jusqu'à Maing-sur-Loire. Lors de ce voyage, il passera par Nantes, dont il fera de nombreux croquis, qui deviendront ensuite des aquarelles. En 1998, le château de Nantes lui a consacré une exposition intitulée « Un trésor au château. Turner et la Loire, 1829 ». Voici la présentation de cette exposition par Télé Nantes cette année-là. Le 16 août de cette même année, dans un article du Monde, Geneviève Breurette complète ainsi cette présentation. Fruit de plusieurs années de recherche de Ian Warnell, de la Tate Gallery, ce premier compte-rendu complet du voyage sur la Loire a permis de rassembler et de situer nombre de dessins et de vues, pour la plupart non identifiés jusque-là. D'abord présentée à Londres, puis à Blois, l'exposition est maintenant à Nantes, au château, dont Turner donna plusieurs vues rapprochées depuis le fleuve grouillant d'activité, ou plus lointaines, depuis le cours Saint-Pierre et ses promeneurs. Jules Verne a beaucoup aimé l'Écosse. Il avait, par sa mère Sophie Allott de la Fuye, un lointain ancêtre écossais en la personne du sieur Allott, archer dans la garde écossaise de Louis XI. Anobli par le roi, Allott prit le nom de Allott, seigneur de la Fuye. Jules Verne a fait 2 voyages en Écosse, le premier en 1859, à l'invitation d'un ami, le compositeur Aristide Hignard. Au cours de ce voyage, il prit de nombreuses notes sur la société, les paysages, les réussites techniques des régions traversées, à partir desquelles il écrivit sa toute première œuvre, Le voyage en Angleterre et en Écosse, qui fut refusé et ne fut publié qu'en 1989. Le roman retrace le voyage de 2 jeunes Parisiens, Jacques et Jonathan, qui découvrent le nord de l'Angleterre et l'Écosse. Le manuscrit fut intitulé « Voyage à reculons », car les 2 amis qui devaient s'embarquer pour l'Angleterre à Nantes furent obligés de descendre jusqu'à Bordeaux pour rejoindre leur bateau. L'Écosse lui inspirera également ses romans Les Indes noires et Le rayon vert. Les Indes noires, publié en 1877, fait référence à la richesse tirée de l'exploitation de la houille qui permit la révolution industrielle. L'action se passe pour partie dans une ville minière entièrement souterraine, Coal City, que Jules Verne situe à Aberfoyle, en Écosse. Voici 2 extraits du roman Les Indes noires. On sait que les Anglais ont donné à l'ensemble de leur vaste houillère un nom très significatif. Ils les appellent très justement les Indes noires, et ces Indes ont peut-être plus contribué que les Indes orientales à accroître la surprenante richesse du Royaume-Uni. Là, en effet, tout un peuple de mineurs travaille nuit et jour à extraire du sous-sol britannique le charbon, ce précieux combustible, indispensable élément de la vie industrielle. De nombreuses scènes se situent aussi dans une nature grandiose, et Jules Verne fait alors de nombreuses allusions à Walter Scott, qu'il admire beaucoup, et aux vieilles légendes celtiques. « L'admirable montagne !» s'écria Nell, « et de son sommet, que la vue doit être belle !»« Oui, Nell, répondit James Starr. Regarde comme cette cime se dégage fièrement de la corbeille de chênes, de bouleaux, de mélèzes qui tapissent la zone inférieure du mont. De là, on aperçoit les 2 tiers de notre vieille Calédonie.
Le Ben Lomond, dernier pic de la chaîne des Grampians, mérite vraiment d'avoir été célébré par le grand romancier écossais. Ainsi que le fit observer James Starr, il existe de plus hautes montagnes dont la cime revêt des neiges éternelles, mais il n'en est peut-être pas de plus poétique en aucun coin du monde. Le second roman écossais de Jules Verne, Le Rayon Vert, est paru en 1882. La grotte de Fingers sur l'île de Staffa, une île des Hébrides intérieures, est le décor de la scène finale du roman. Aristide Hignard. Aristide Hignard est né le 20 mai 1822 à Nantes. Il étudie la musique au Conservatoire de Paris, où il devient ensuite un professeur apprécié. À Paris, il fréquente son ami Jules Verne et collabore artistiquement avec lui. Il met en musique plusieurs ouvrages lyriques de Jules Verne, des pièces de théâtre comme La Mille et Deuxième Nuit, des opérettes comme Colin-Maillard, Les Compagnons de la Marjolaine, Monsieur le Chimpanzé, des poèmes comme Daphné. Enfin, ils composent ensemble plusieurs chansons qui ont d'ailleurs été republiées en 2005 dans un CD intitulé Jules Verne, Mélodies inédites. Vous écoutez en ce moment une de leurs chansons maritimes, intitulée Les Gabiers. C'est en 1859 que Aristide Hignard et Jules Verne entreprennent leur premier voyage ensemble vers l'Angleterre et l'Écosse. Ce voyage a inspiré la chanson Souvenir d'Écosse que vous entendez en arrière-plan. Elle a été écrite par Jules Verne et mise en musique par Aristide Hignard. Les paroles illustrent la connaissance approfondie que Jules Verne avait de la culture britannique. Cette chanson est un éloge à l'Écosse et tout autant un hommage à l'œuvre de Walter Scott. Notez les références à Waverley, Rob Roy, La Dame du Lac, entremêlées avec les descriptions de paysages. Aristide Hignard a reçu une certaine reconnaissance à son époque, notamment pour son opéra Hamlet, qui a d'ailleurs été produit au théâtre Gralin en 1888. Cependant, si lorsqu'on parle de lui aujourd'hui, c'est seulement en tant qu'ami de Jules Verne. Jacques-Joseph Tissot est né à Nantes en 1836 d'un père drapier et d'une mère modiste. Il a passé toute son enfance au milieu des étoffes et dans le monde de la mode, ce qui, avec la découverte du portrait de Madame de Sénone d'Ingres au Musée des Beaux-Arts de Nantes, inspirera sa peinture pendant de nombreuses années, comme le fera également la peinture anglaise. Après avoir dépeint méticuleusement la bonne société parisienne, essentiellement la mode féminine, il rencontre le marquis de Miramont qui lui commande ce portrait de famille. Sa participation à la Commune le conduit à se réfugier à Londres en 1871, où il s'installe et se fait désormais appeler James Tissot. Son œuvre y est déjà connue et même reconnue. Il s'adapte très vite au goût de la bonne société londonienne, dont il dépeint, dans une veine naturaliste et avec un peu d'ironie, les goûts et les mœurs, s'attachant toujours aux toilettes féminines, comme on peut le voir dans nombre de ses toiles, et notamment celle du bal que vous voyez ici. Il rentrera en France, à Paris, en 1882, après la mort prématurée de Kathleen Newton, sa muse et sa compagne tant adorée. Il y mourra en 1902, après une fin de vie mystique, dont ses toiles témoignent. Une exposition temporaire intitulée James Tissot, l'ambigu moderne lui a été consacrée en 2020 au musée d'Orsay. Remarquez dans le bas bord le patchwork de drapeaux et admirez-en le détail. 6. Des drapeaux de toutes les couleurs ont été accrochés pour former une longue tente abritant les invités du soleil. Au centre de la rangée trône le pavillon du Royal Yacht Squadron, le prestigieux yacht club anglais organisateur de l'événement. Un rectangle blanc barré d'une croix rouge contenant une miniature du drapeau britannique, soit le même pavillon que celui de la Royal Navy. Après la mort de Kathleen Newton, son chagrin est si grand qu'il décide de rentrer à Paris. Il se détache désormais de la société mondaine qui lui avait apporté la gloire et la fortune et se tourne vers le mysticisme, dont témoigneront ses œuvres jusqu'à sa mort en 1902.